Bonjour et bienvenue à l'émission Conversation autour d'un chapeau. Je suis Robert Simard, historien, et cette semaine, j'aurai l'honneur de jouer Dollars des Ormeaux. Bienvenue à Conversation autour d'un chapeau. Mon nom est Suzanne Gagnon, dans le rôle de Marie-Marthe Parthenay. J'ai 14 enfants et on est dans les années 1660. J'ai aujourd'hui le grand honneur d'inviter le plus célèbre, sinon le plus connu personnage historique de notre région d'Argenteuil. J'ai nommé Dollars des Ormeaux. Bonjour Suzanne. Oui, Dollars des Ormeaux. Ça, c'est le personnage que je préfère. Je l'ai tellement joué. J'ai tellement raconté son histoire parce que, vous savez, on s'est raconté toutes sortes d'affaires sur la vie de Dollars, sur son histoire, sur comment il a fini, sur la fameuse bataille du Lonceau. Bataille qui a eu lieu à Carillon, ici, tout près. Une bataille aussi qui a été déterminante dans l'histoire de la Nouvelle-France. Alors, jouer le rôle de Dollars des Ormeaux, bon, évidemment, avec mon âge vénérable d'aujourd'hui, Dollars n'a pas eu la chance de vivre aussi longtemps que ça. Il est mort à l'âge de 24 ans. Mais par contre, on a essayé de recréer un peu ce qu'il pouvait porter à ce moment-là, lors de ce voyage-là. Alors, quand on parle de chapeau, le chapeau que Dollars aurait porté, c'est un chapeau un peu comme celui-là, hein, fait de feutrine, de feutre. Hein? Comment on décrirait ce chapeau-là, Suzanne? Oui, tout simplement, on appelle ça un feutre laine. D'accord? Parce que c'était les poils de façon éparse qui étaient ramassés et étendus et étuvés, en fait. Et après ça, ça faisait une forme, en fait, qu'on pouvait mouler et coudre. Celle-là est moins moulée, c'est cousu. OK. Donc, il y a moins de travail manuel. Il y a moins de travail avec. manuel. Okay. Il n'est pas fait en cuir. C'était Puis vraiment... quand tu parles d'un feutre de laine, est-ce qu'on pouvait se servir, mettons, de la laine d'agneau pour faire ce type de chapeau-là? Oui, la laine d'agneau, les agnelets, le lapin, poil de lapin et brebis, bon, tout. Bien, on voit quand même là, que c'est un chapeau qui peut prendre toutes sortes de formes. Là, hein. On peut le malayer comme on veut avec nos mains. On lui donne bon, cette allure-là qui est un peu plus coureur des bois. Puis quand je regarde cette allure-là, on voit que je m'en allais dire un anglicisme, là, mais les côtés s'abaissent. Ça me fait beaucoup penser à un autre type de chapeau que les gens portaient à ce moment-là, qui est le tape-à-bord. Hein? On appelle ça tape-à-bord, c'est quand même un terme vieillot, hein, vieilli. Bon, un chapeau qu'on dit avec des rebords. Hein? Des rabats, exactement. C'est un genre de chapeau comme ça, qui était très chaud et qu'on rabattait, bien sûr, hein, pour se protéger. Pour se protéger du froid, du soleil pour couvrir nos yeux. Exactement, mais l'été, c'est sûr qu'il n'était pas en poil comme ça, là. Mais et on pouvait l'attacher ici et on pouvait le remonter. C'était très, très pratique à l'époque. Bien, on voit encore aujourd'hui, ce type de chapeau-là est porté par les enfants, par les jeunes, hein, oui. ou encore par nos explorateurs et tout ça. Puis c'est un chapeau aussi qu'on pouvait fabriquer soit en laine, soit en coton, hein, en cuir. On pouvait utiliser toutes sortes de matériaux là, pour fabriquer le tape-à-bord. Wow. Et un autre chapeau qu'on avait aussi dans ces périodes-là, hein, de colonisation, c'est le fameux bonnet canadien. Oui, le bonnet canadien, qui était également fait de feutre laine. On prenait ce qu'on avait, dans le fond, mais il aurait pu également être tricoté quand on a commencé à tisser. Mais c'était très, très porté parce que, bon, on pouvait passer de travailleurs à chic parce que beaucoup de colons allaient mettre un pompon en fourrure. On allait le décorer. C'était quand même de base, là, mais c'était pratique. 2 en 1.
Donc, on pouvait être un peu fantaisiste dans notre création. Le pompon pouvait être fait en fourrure, un pompon aussi en lainage, oui. en brin de laine, toutes sortes Oui. de couleurs. Puis au niveau de la couleur, là, il y a quelque chose, là, tu sais, on a choisi quand même un bonnet de feutre rouge, mais est-ce que c'était particulier à ce bonnet-là canadien? Est-ce qu'il était principalement rouge, bleu, vert? Très bonne question, Monsieur Dollard-des-Ormeaux. Vous pourriez répondre vous-même. Oui, c'est ça. Une chose certaine, c'est bon, ce que j'en ai lu dans l'histoire, puis ce qu'on nous raconte dans la littérature historique, c'est que le bonnet faisait partie de l'habillement du premier colon. Il y a même eu, à un certain moment donné, un arrivage de linge pour permettre aux gens de pouvoir, s'habiller puis se protéger contre le soleil, les intempéries, tout ça. Et on avait prévu à ce moment-là de donner aux colons des bonnets. Et les bonnets étaient rouges. Donc, ça a vraiment identifié le colon de la Nouvelle-France au bonnet rouge. Alors, on imagine avec son grand chemisier qu'il portait tout le temps, le bonnet rouge, sa redingote, l'espèce de petite culotte qui nous arrivait aux genoux, des bottes, des mocassins de cuir pour pouvoir se protéger contre l'eau parce que le cuir était, hydrofuge, plutôt que les espèces de petits bonnets souvent, des fois, on avait des sabots de bois qu'on utilisait pour le travail au champ, mais en hiver, le sabot de bois, c'était fret, donc ça nous prenait quelque chose qui était un peu plus protégé. Alors, ce bonnet-là, on le portait régulièrement. Est-ce que c'était les gars comme les filles qui portaient ce bonnet-là? Non, majoritairement les hommes portaient ça. Les femmes portaient des bonnets plutôt en coton. C'était pas le castor pour les femmes. En coton, beaucoup de soie. En 1660, on n'est plus dans vraiment les premiers arrivants. Donc, on est plus coquet. On va aménager nos petits chapeaux à notre aise. On va rajouter des fleurs, des feuilles. Des petites dentelles comme le tien. Des dentelles, là, exactement. Okay. Alors, c'est ça. Fait que les femmes ont beaucoup de choix. Ils vont aussi porter des chapeaux qui vont s'envelopper le cou dans toutes sortes de tissus, en fait. Alors, Suzanne, je me suis amusée à travers tout ça à essayer de comprendre c'était quoi le chemin de la fourrure. Parce que quand on regarde l'histoire, on part en enquête et là, je me suis dit, OK, je vais faire l'enquête. D'où vient la fourrure? Comment elle arrive ici? Comment elle arrive directement dans l'atelier du chapelier? Parce qu'on est en pleine période des coureurs des bois. Vous savez, les coureurs des bois, c'était comme des petits entrepreneurs. Ils avaient la permission, soit par la Compagnie des Sans Associés ou encore la Compagnie des Indes occidentales, de faire le commerce des fourrures. Donc, de rentrer sur le territoire. Et c'est comme ça que des gens comme Pierre-Esprit Radisson s'est en allé dans les pays d'en haut. Et vous savez quoi? En plus de ça, Pierre-Esprit Radisson, c'est celui qui a laissé le plus grand témoignage, un témoignage à chaud de la bataille du Lonceau, parce qu'il serait passé au pied du Lonceau à Carillon, 8 jours après la bataille, donc au mois de mai 1660. Alors, la fourrure, elle arrive, on a fait un échange, on a échangé, on a fait un troc pour avoir la fourrure. On débarque, probablement dans Argenteuil, parce que nous, à Argenteuil, on avait des postes de traite de fourrure qui appartenaient à la Compagnie des Indes occidentales, dont un qu'on avait nommé The Red House ou la Maison Rouge. Ce poste-là était, si vous voulez avoir une petite idée, c'était sur le golfe de Saint-André, sur le bord de la rivière des Outaouais. Alors, la fourrure arrivait là, on la transportait par la suite, on payait évidemment le coureur des bois, on la transportait par la suite jusqu'à Montréal ou encore à Québec, dans l'atelier du chapelier. Et c'est là que le chapelier, ton ancêtre artisan, commençait le travail. Attention, Monsieur Desormeaux, vous sautez une étape, là. Les peaux n'arrivaient pas sanglantes à l'atelier des chapeliers. Ben non. Ah non? Il y avait d'abord une préparation de la peau. On était traité, était enlevé et tout. Ça, c'est quand on voulait faire les chapeaux de castor. Le chapeau de castor était brossé avec la vieille peau qui arrivait. Elle était brossée. Après ça, elle était lubrifiée d'une espèce de traitement, une huile de castor, en fait,
D'ailleurs, j'ai une anecdote concernant ça. Les gens, on disait que les gens qui portaient un chapeau de castor étaient les plus intelligents. Alors, les gens ont commencé à se mettre de l'huile de castor sur la tête. Ils ont tout perdu leurs cheveux, donc la nécessité de porter un chapeau de castor. C'est bon, ça. Et le chapeau de castor n'était pas tant moulé, parce que c'était plus rigide, hein? Il est imperméable aussi, c'est imperméable. Il y avait aussi la seconde façon de fabriquer les chapeaux de feutre, qui est devenu plus à la mode parce que moins dispendieux. Alors, ça, c'était avec les poils qui avaient été traités préalablement, lavés comme j'avais mentionné, et tout. Ça s'en allait dans des fourneaux, des étuvoirs et tout. Et après ça, on arrivait avec ces feutres-là au chapelier, qui, lui, le moulait, le mouillait, fait que j'avais le traitait. vraiment passé par-dessus une étape Très importante. Ah, écoute, mais parlant de ces étapes-là, c'est drôle, là, mais j'ai entendu une anecdote. On appelait ça faire de l'arçonnage. C'est comme un joueur de violon avec son arçon, hein? Puis c'est comme s'il avait joué de la musique au-dessus des poils de castor. Hein? Puis en passant son arçon, hein, ça faisait en sorte que tous les poils se collaient un à l'autre et se développaient en feutrine. C'est un peu comme mes cheveux. C'est ça. Hein? On pourrait dire que mes cheveux ont été arçonnés. C'était les femmes à l'époque qui faisaient le arçonnage qu'on appelle avant les bains. Que j'avais mentionné, c'est elle avec un arçon, effectivement, coupait les poils très, très ras. Après ça, tous les poils retombaient ensemble, ils étaient pris ensemble. Après ça, on les mettait dans des bassins avec ce qu'on a mentionné, le mercure et tout. Et ça, après ça, ça passait dans un étuvoir. Et c'est là qu'on avait nos feutres laine à ce moment-là. C'est ça, parce que les feutres fourrures, c'était plus avec du lapin et du lièvre. Les feutres laine venaient peut-être plus du mouton et... de l'agneau. De l'agneau. Ouais. OK, parfait. J'ai aussi entendu et lu dans les recherches, dans notre littérature historique, qu'à un moment donné, en Nouvelle-France, le métier de chapelier, du moins le commerce de chapeaux, était très, très prolifique. Et ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde, surtout pas du roi lui-même en personne. Oui, parce qu'il faut savoir qu'avant du temps de Samuel de Champlain, qui avait ouvert, lui, qui avait eu un accord spécial pour développer les commerces avec les colons, en 1734, le gouverneur elle n'était pas contente du tout. Parce que la chapellerie... ça, c'est le fameux Beauharnois et l'autre accord, oui, hein? C'est ça. Exactement. Okay. Donc, eux autres ont eu peur que les colons, qui s'en venaient de plus en plus phénoménaux à concevoir des outils, des fourrures, des chapeaux, du tissage, ils ont eu peur en France que nous devenions plus prolifiques qu'eux. Et parce que les colons vendaient aussi en Hollande, vendaient en Europe tous leurs produits. Donc, ils ont décidé en 1734 d'abolir les chapelleries au Québec. De les fermer complètement? Complètement. Bon, alors là, les gens étaient pris pour commander leur chapeau de l'extérieur, encore une fois, dépendant de la mère patrie. Revenir au commerce du roi. Mais il essayait. Il y en a un petit comique qui s'appelait justement Coton. Lui est à Québec et puis il s'est fait une vitrine extraordinaire, boutique du roi avec la grande enseigne et tout, mais ça n'a pas passé. Ils ont détruit toutes les chapelleries complètement et ils ont ramené tous ces accessoires-là au commerce du roi. Et ce fut la fin jusqu'à ce qu'il y ait d'autres chapeliers qui naissent. Suzanne, quand on pense à fabriquer un chapeau, je vois là, que tu nous as étalé plein d'instruments, de choses sur la table. Qu'est-ce que ça prend au départ? Puis, d'où ça vient, cette espèce de feutre de lainage-là que tu as dans les mains? C'est ça.
Là, c'est très de base, parce que moi, j'ai étudié une méthode ancestrale qui n'a pas une panoplie d'outils nécessaires. Et lorsque la fabrication des feutres est faite en Europe, bien sûr, on n'en fabrique pas la feutrine ici au Québec. On peut en faire, mais c'est pour autres projets. Alors, ça nous arrive comme des cônes comme ça, parce qu'à l'époque, ils ramassaient tout le lainage et tout, puis ça s'en allait dans des cônes. Et ça tournait, 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 puis ça collait. L'outil collait. Alors, finalement, on reçoit ça comme ça, les feutrines. Alors, ce que je fais, je la mouille, okay, un petit peu. Ensuite, ce que je fais, c'est que je m'en viens chauffer les poêles avec une tête chauffante. Donc, je vais la baisser et je vais élargir le temps que j'ai besoin. Je ne peux pas la laisser là longtemps. Fait que quand les petits poils ils reviennent, bien, je l'enlève. Tu la remouilles une autre fois. Puis là, cette tête chauffante-là, elle est électrique, mais à l'époque, j'imagine, quand il n'y avait pas d'électricité, on avait un autre procédé là, pour chauffer la tête. Il y avait des petits fers à repasser en pointe et ils mettaient un linge sur un bloc de bois, puis ils allaient la chauffer. OK. Tout simplement. Mais aujourd'hui, c'est sûr. Mettons, dans un procédé plus industriel, oui. ils utilisaient d'autres choses. Là, oui, comme, oui. C'était des chapeaux déjà moulés en métal. Alors, c'était un système avec vapeur. Tu avais des grandes tiges, tu avais une grosse, un moteur qui envoyait de la chaleur, de la vapeur, et tous les moules qu'on voulait, et en gros métal, là, hein, puis on avait mis le capuchon dessus, recevaient cette humidité-là de la vapeur. Fait que ça sauvait du temps. Ça sauvait l'étape de je mouille dans un bol, une espèce de grand bol à salade. Tout à fait. C'est ça. Okay, moi, parfait. je vous présente plus la méthode ancestrale. Oui, OK. D'accord? Donc, ça s'en vient ici, bien sûr. Ensuite, ce qui est important, ça prend un moule en bois et un modèle. Ça, ici, on a un haut de forme. OK. Mais autrefois, ce qu'on faisait pour avoir la bonne dimension, bien, on pouvait enlever les morceaux, on pouvait donc, si allonger, si on veut, si on avait une tête plus large que ça. Plus large que ça, OK. Fait que si on répète, on a de l'eau, on a de la vapeur, et là, on se dépêche à venir le plus possible étirer. Pendant que le feutre, là, il est dans à la bonne température, assez bien humecté. Et ça ne se fait pas d'un coup. Alors, il faut ce qu'on fait. Je ne le retrempe pas là-dedans complètement. Alors, je reviens ici. Je mets un linge à vaisselle ici, mouillé. Je reviens chauffer. Mes poils vont... mon feutre va s'hérisser un peu. Et je reviens, juste pour avoir ma première forme. Et je recommence. Jusqu'à temps que j'obtienne le feutre, au moins jusqu'à cette partie-là. Puis quand il est bien placé, j'ai une corde après que je tends. Après ça, avec un outil, ce que je fais, je viens pousser la feutrine pour qu'elle tienne. OK? Puis je remets encore un double corde. Et puis, après ça, cette portion-là, quand ça, c'est plus séché, on continue d'étirer. Alors, à ce moment-là, ce que je peux faire, parce que ça va être comme ça, disons, la deuxième partie, elle va être formée. Ce que je fais, c'est que là, je peux venir me mettre mon linge à vaisselle avec un petit fer chaud et je vais continuer... de lui faire prendre la forme. De lui faire prendre la forme, c'est ça. Ça peut se faire soit à une étape ou, rendu ici, dépendamment de la forme de mon moule, je peux venir le couper. Et la deuxième partie va être cousue à la main et décorée à la main. Puis après ça, voilà. Puis, mais c'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures de travail. Puis c'est un travail manuel ça demande une force. Puis tout à fait, il faut tirer. Dextérité. Puis il ne faut pas le brûler. Non, c'est ça. C'est ça. Alors, ici, c'est ici que c'est dangereux là, de brûler, parce que ça vient raide sinon. Alors, voilà. Puis l'important, si on veut après que notre forme est faite, on veut qu'il soit plus rigide, à ce moment-là, on a
un petit liquide avec un mélange de on dit maïzena, là, une petite poudre blanche là, qu'on mélange à de l'eau, qui est simple, un petit fécule de maïs. Bon. OK. Puis on vient le raidir. OK. Ah, Puis après ça, on va brosser. Alors, Suzanne, c'est un travail qui est tellement manuel. On travaille fort avec nos mains. Puis, de toute façon, les gens à la maison, vous allez pouvoir suivre la progression des travaux sur un chapeau parce que Suzanne va confectionner un chapeau tout au long de nos émissions et on va pouvoir voir là, les différentes étapes, le moulage et tout ça pendant les émissions de conversation autour d'un chapeau. Alors, c'est déjà tout pour cette émission Conversation autour d'un chapeau. Et, comme le dicton le dit, chapeau l'artiste. Merci d'avoir été des nôtres cette semaine. La semaine prochaine, nous recevons la seigneuresse d'Argenteuil, Louise Denis, et l'arpenteur général d'Argenteuil, Théodore Davis.